Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au premier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Marketing Digital. Dans ce cours, nous découvrirons l'introduction au marketing digital, le nouveau consommateur et enfin les leviers du marketing digital. Tout cela avec Dr. Hala, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre premier cours. Merci donc, docteur Malek. Je remercie tous les participants d'être là aujourd'hui pour participer avec nous et entamer cette nouvelle formation sur le marketing digital. Donc, aujourd'hui, je vais consacrer cette séance pour introduire le marketing digital. Donc, ça va être une petite introduction sur le marketing digital et quelques généralités et quelques points spécifiques quant au sujet sur le marketing digital. Donc, c'est quoi le marketing digital? Donc, tout d'abord, on essaye de définir le marketing digital. Donc, c'est l'ensemble des actions réalisées à l'aide de leviers numériques dans le but, d'une part, de promouvoir une entreprise, une organisation, une institution ou une personne et d'autre part d'attirer des prospects, les convertir en clients et les fidéliser. Donc il faut comprendre maintenant que avoir une présence en ligne est obligatoire pour avoir d'accord, plus de visibilité et pour pouvoir promouvoir l'entreprise ou les produits de l'entreprise. Donc la présence en ligne, elle est importante, donc il faut vraiment soigner sa présence en ligne. Euh, donc, à l'ère du numérique, on a vu l'émergence d'un nouveau concept qui est ce qu'on appelle un nouveau consommateur. Ce consommateur, il a beaucoup de spécificités, de particularités. Donc, il peut s'informer facilement. Donc, il est hyper connecté. Il a beaucoup d'informations à sa disposition, donc il a la possibilité de s'informer sur l'entreprise, sur les produits de l'entreprise ou ses services d'une façon ou les services de l'entreprise. Donc il est vraiment hyper informé. Donc, le problème avec ce nouveau consommateur, il est impatient. Il n'a pas beaucoup de temps pour s'amuser à perdre son temps pour le contact ou pour le compte pardon, de l'entreprise. C'est-à-dire, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche dans un produit chez une entreprise, carrément, il pourrait voler, entre parenthèses, et c'est ça, vers d'autres concurrents. Et donc, c'est ce qu'on appelle, et vous avez sûrement entendu parler de l'expression un consommateur volatile. Hein, le client, il est devenu volatile. Donc, il n'a pas le temps, il est impatient, donc il a beaucoup d'informations, donc il peut tourner facilement vers les concurrents. Et là, je dois vraiment apporter d'autres lumières sur ce point, parce qu'en fait, si vous savez que les entreprises maintenant cherchent non seulement à satisfaire les clients, mais plutôt il y a l'introduction d'une nouvelle expression, donc il essaye de l'enchanter. C'est-à-dire, plus que l'enchantement, c'est plus que la satisfaction. Donc, en fait, il y a eu des études qui ont été faites sur les consommateurs. Ils ont trouvé que 90% des consommateurs, même s'ils sont satisfaits, ils peuvent se retourner vers les concurrents. Donc, vraiment, les entreprises doivent vraiment essayer d'enchanter les clients, c'est-à-dire dépasser leurs attentes par rapport aux performances du produit. Et là, bien sûr, la définition de sa satisfaction, c'est quoi? C'est on doit confronter les performances d'un produit avec les attentes ou bien les attentes du client. C'est-à-dire si les performances surpassent les attentes, donc le client
client il devient satisfait. Sinon, dans le cas contraire, donc les attentes surpassent les performances. Il devient déçu carrément. Il ne va pas être satisfait et il va se tourner vers les concurrents. Donc, j'ai parlé de l'expression volatile. Donc, il est en quête de sens. En fait, le client maintenant, il essaye de faire des connexions non seulement avec les entreprises, mais aussi avec les marques. Il essaye des connexions émotionnelles. Il essaye d'avoir des expériences inoubliables. Donc, il essaye de trouver un sens dans la relation avec le produit ou l'entreprise. Donc, il a la parole. Donc, maintenant, avec les réseaux sociaux, il peut parler à haute voix, il peut être écouté, entendu par les autres consommateurs, il peut donner son avis. Donc, c'est très important de faire attention aux avis des consommateurs. Quand ils vont donner leurs avis sur les réseaux sociaux, quand ils vont noter les entreprises. Donc, c'est très important de comprendre que le consommateur, maintenant, il a la parole. C'est pas comme auparavant où il peut consommer, peut-être il va se retourner vers ses proches, vers ses amis, vers ses collègues. Maintenant, avec cette option, il peut avoir la parole sur Internet, sur les réseaux sociaux, et donc il peut être entendu par des milliers et des millions de personnes sur le net. Il veut avoir une offre adaptée, personnalisée, c'est-à-dire il veut avoir une offre qui est adaptée à ses préférences, à ses choix, à ses envies. Donc, il veut une offre bien unique pour son compte. Donc, il cherche bien sûr l'unicité. C'est ça pourquoi on a dit dans notre spécificité aux particularités d'un nouveau consommateur, il est unique. Donc, il peut aussi comparer, il peut scanner, donc il peut faire des comparaisons avec les autres marques. Donc, il peut accéder aux autres avis. Comme il peut faire les avis, il peut bien sûr voir les autres avis, bien sûr comparer, puisque maintenant, avec Internet et avec la présence sur Internet, il peut facilement comparer les prix, comparer le mode d'utilisation, comparer la satisfaction avec s'il y a des avis positifs ou non par rapport au produit. Donc, il veut co-construire, et là, on parle d'un autre terme très important, c'est la co-construction. Avant, le produit, il était conçu et plutôt utilisé par le consommateur final sans vraiment se retourner vers le client. Maintenant, le client, le consommateur, il veut construire lui-même, d'accord, le produit. Alors, si je prends un exemple, par exemple, si je veux faire par exemple, acheter un laptop, maintenant j'ai la possibilité de choisir moi-même toutes les composantes de ce PC. Et sur Internet, même, je pourrais même choisir moi-même avec un clic, d'accord, toutes ces composantes, par exemple, la couleur, les dimensions, la structure, tout ce que je pourrais faire, je pourrais le faire moi-même et en co-construction avec l'entreprise en question. Quoi d'autre? Donc, il veut converser, bien sûr. Il a la possibilité de parler avec les marques directement sur les réseaux sociaux, sur leur site web, sur les réseaux sociaux de l'entreprise elle-même. Donc, il peut faire la conversation facilement. Il peut donner son avis. Il peut faire des réclamations. Il peut peut-être critiquer si le besoin y est. Donc voilà pour le nouveau consommateur. C'est un consommateur qui s'est différencié par rapport aux consommateurs de par avant. Donc, c'est très important avec surtout le développement de tout ce qui est digital de nos jours.
Passons maintenant au levier du marketing digital. Ici, dans cette séance, j'essaierai de parler d'une manière générale sur les points les plus importants du marketing digital. Et après, on va voir plusieurs autres points qui sont très importants, qui sont en liaison directe avec le marketing digital. Donc, je vais annoncer le plan la semaine prochaine, d'accord? Et on va voir ensemble euh, euh, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les thèmes qui sont en liaison avec le marketing digital. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de parler d'une manière générale du marketing digital. Donc, si on parle maintenant des leviers du marketing digital, il y a trois leviers qui sont très importants. Donc, il y a le owned media, il y a le earned media, il y a le paid media. Et on va commencer avec le earned media. C'est quoi le earned media? Donc, ça fait référence à la notoriété gagnée. Donc, elle est gagnée par l'entreprise grâce à l'exposition dont elle bénéficie de manière gratuite sur des sites web, des blogs, les réseaux sociaux et qu'elle ne contrôle pas. C'est-à-dire, ces sites web, ces blogs, ces réseaux sociaux ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise. Parce qu'on va voir dans le owned media que même ces mêmes leviers, ces mêmes, c'est-à-dire ces mêmes points, donc elle peut les avoir et elle peut les s'approprier. Donc ici, elle n'a aucun contrôle, d'accord? Elle le fait, elle le bénéficie ça de manière gratuite. Donc le earned media est le fruit de partage de contenu lié à la marque par les consommateurs. Donc, ce sont les consommateurs, d'accord, qui ont partagé de contenu, d'accord, et que vous pourrez les voir sur les sites web, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, que l'entreprise n'a aucun contrôle sur eux. Donc, c'est-à-dire les consommateurs, les internautes et ce qu'on appelle les ambassadeurs de marque, la presse en ligne, des influenceurs ou encore carrément des passionnés. Ce sont des utilisateurs simples comme nous, d'accord, qui n'ont aucun intérêt, ils ne sont pas payés, mais juste ils sont passionnés par l'entreprise, passionnés par la marque, donc ils essayent de partager, d'accord, leur expérience, leur avis, d'accord, sur les sites web, les blogs, les réseaux sociaux, d'accord, et bien d'autres. Donc, les réseaux sociaux permettent à l'entreprise de s'exprimer et de toucher sa cible gratuitement. Donc, cette dernière, en s'engageant sur le contenu public, crée de la valeur. Donc, les commentaires positifs, les partages ou encore le bouche à oreille positive sont autant de leviers non contrôlés par l'entreprise, mais ils sont essentiels à son développement. Donc, si un consommateur, il va essayer ou il va acheter un produit. Donc, forcément, s'il est très satisfait, peut-être, ce n'est pas vraiment automatique, mais il pourrait partager ou mettre un commentaire, d'accord, sur le produit en question. Donc, ici, quand il y a vraiment l'important, c'est d'avoir des commentaires positifs. Parce que si le commentaire est négatif, ça pourrait nuire à l'image de marque de l'entreprise. Donc, il faut faire attention. Quand les commentaires sont négatifs, il y a toute une stratégie pour gérer ces problèmes et ces commentaires négatifs. Mais par contre, quand ils sont positifs, c'est très important, c'est très intéressant pour la marque ou l'entreprise. Donc, partage d'expérience aussi, quand ils vont partager leur expérience avec les autres internautes, ou carrément en bouche à oreille, d'accord? C'est-à-dire, demain, peut-être si je vais acheter un produit, peut-être je vais parler avec mes amis sur Facebook, ou bien sur Twitter, ou bien sur peut-être d'autres réseaux sociaux, et je vais parler d'une manière positive euh, donc, sans vraiment donner
un commentaire ou bien sûr un avis négatif, mais juste un avis positif sur l'entreprise. Et grâce à cela, ça va contribuer au développement de l'entreprise. Donc, en fait, quand c'est un dialogue continu, et ça va créer, d'accord, des liens avec les communautés. Donc, c'est très important donc, de gérer, de voir, de suivre ces commentaires, de suivre ces partages, de suivre ce bouche-à-oreille négatif, positif, pardon, parce que ça va faire quoi? Ça va contribuer au développement. Donc, c'est important, je dis toujours ça, il faut toujours surveiller tout ce qui est commentaire, tout ce qui est partage sur votre marque ou sur votre entreprise dans les réseaux sociaux, dans les blogs, dans les sites web, etc. C'est très important de faire le suivi. Si on prend quelques exemples, en fait, exemple d'articles de presse. On pourrait aussi suivre les publications d'articles sur le compte de l'entreprise ou la marque, surtout les posts sur les réseaux sociaux par les influenceurs. Vous savez que les influenceurs, ils sont très importants, il faut les suivre parce que ce sont des leaders, comme on dit, les leaders d'opinion qui peuvent influencer, d'accord, les avis, influencer le comportement des consommateurs. Donc, il faut les suivre de près. Aussi, d'autres exemples, les partages, d'accord, d'expérience, les commentaires, même les likes sur les réseaux sociaux. Vous savez que les likes, c'est très important, d'accord, de les suivre. Est-ce qu'ils ont liké ou non, est-ce qu'ils ont aimé ou non le produit ou l'entreprise sur les réseaux sociaux. Il faut aussi suivre les commentaires sur les blogs et surtout voir les notations par les utilisateurs. Passons maintenant au owned media. Donc, le owned media, ça désigne l'ensemble des leviers que l'entreprise maintenant contrôle. Donc, l'entreprise les met en œuvre à l'aide de quoi? À l'aide de ressources qui lui sont propres. Il les diffuse et les fait connaître par ses propres moyens. Donc, c'est elle qui va tout contrôler, c'est elle qui va créer, va diffuser et va c'est-à-dire faire le suivi, mais par ses propres moyens. Donc, exemple de Owned Media, il y a bien sûr le site web de l'entreprise, il y a les newsletters, il y a les blogs et il y a les applications mobiles. Donc, on va prendre le site web comme exemple. Donc, le site web, il offre donc une plateforme indépendante pour diffuser le contenu, promouvoir la marque et établir une relation directe avec l'audience. Donc, c'est ça l'importance du site web. Donc, on pourrait avoir un lien direct avec l'audience, d'accord? Le client, quand il entre dans notre site web, il entre en contact direct avec l'entreprise. Il peut envoyer un email. Il peut, par exemple, aller s'il trouve le site, sur le site, il peut trouver le réseau social de l'entreprise. Donc, il peut avoir ce lien direct, et c'est ce qu'on cherche en tant que marketeur digital, pardon, d'être en contact direct avec le client parce que c'est très important de comprendre, d'être près du client, de l'écouter, de voir ce qu'il aime, de voir ce qu'il n'aime pas, de voir ses critiques dans le but, bien sûr, aussi d'améliorer notre marque ou notre entreprise. Donc, c'est quoi les avantages, d'accord, d'un site web en tant que owned media? Donc, le premier avantage, c'est d'avoir, comme on a dit, le contrôle total. Donc, on peut contrôler le contenu, qu'est-ce qu'on va diffuser. On peut contrôler aussi l'apparence. Donc, on peut contrôler les différentes fonctionnalités de notre site web. Est-ce que le site web va être une vitrine? Est-ce que ça va être juste un site web informatif? Est-ce que ça va être par contre un site web marchand? Donc, on pourrait avoir ce contrôle, d'accord, selon, bien sûr, et je reviens toujours
pour dire que ce contrôle-là, ça dépend des objectifs de l'entreprise. Qu'est-ce que vous cherchez, d'accord, à travers le site d'atteindre comme objectif? Est-ce que vous cherchez juste que pour que le client va s'informer sur votre site, ou bien faire une transaction, ou bien juste d'avoir une visibilité sur Internet? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc, il y a plusieurs objectifs, hein. Donc, il faut voir dès le départ, c'est quoi l'objectif de l'entreprise pour comprendre, d'accord, à quoi il va servir, d'accord, ce site web ou bien cette présence en ligne. À travers le site web, on peut avoir un engagement direct, c'est-à-dire on pourrait établir un dialogue direct avec le public cible. Donc, à travers le site, on peut recueillir des commentaires, on peut répondre aux questions, on peut même encourager l'interaction avec le client. Donc, et c'est ça se fait d'une manière directe. Donc, on pourrait avoir une visibilité accrue. Donc, le site web peut être optimisé pour les moteurs de recherche afin d'améliorer sa visibilité et donc attirer du trafic sur le site et avoir plus de visiteurs pour l'entreprise. Donc, grâce au site web aussi, on peut promouvoir la marque, c'est-à-dire il peut servir de vitrine pour la marque. Donc, il peut véhiculer les valeurs. Par exemple, si l'entreprise elle est éco-responsable, on peut voir que l'entreprise, à travers son site web, elle essaie de véhiculer ses propres valeurs, par exemple, d'être éthique, d'être éco-responsable, par exemple, d'être pour l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Plusieurs, des milliers de valeurs, donc à ne pas, qu'on ne peut pas les compter. Donc, à travers le site, elle peut véhiculer ces valeurs d'une manière attirante, d'une manière optimale. Donc, elle peut aussi donner la mission. D'accord, véhiculer et plutôt annoncer la mission de l'entreprise et bien sûr diffuser un message unique. À travers le site aussi, elle peut collecter des données et ça, c'est très important pour nous en tant que marketeurs parce qu'on devrait avoir, donc c'est très important d'avoir des données sur les visiteurs de notre site pour comprendre est-ce que notre site, quel type de client il peut attirer, quel type de visiteurs. Donc, on peut collecter des données précieuses sur l'audience, leurs intérêts, leur comportement, leurs préférences. Donc, pour bien sûr, après, mieux cibler les efforts marketing, parce que quand on va connaître leurs intérêts, on va connaître leur comportement, on va connaître leurs préférences, on va comprendre qu'est-ce qu'il cherche le client ou le visiteur sur le site. Est-ce que notre offre, elle est bien adaptée, elle est au goût, elle peut répondre convenablement aux consommateurs ou non? Et aussi, un des avantages d'un site web en tant que owned media, c'est d'être rentable à long terme. Donc, le site, bien sûr, il est bien conçu et optimisé. Donc, il peut générer des leads. Donc, on peut avoir des ventes et surtout avoir une croissance durable pour l'entreprise. Donc, le site web, c'est vraiment nous aide à être plus rentable et ça à long terme. Donc, c'est très intéressant d'avoir un site web. C'est vrai que avoir un site web maintenant, dans l'ère digitale, c'est très facile d'avoir un site web. Il y a plusieurs. Vous pouvez même pas avoir des compétences techniques, mais vous pouvez faire appel à des experts dans le domaine. Ils peuvent vous créer un site web. Maintenant, avec la concurrence, vous pouvez trouver des offres très alléchantes et des prix vraiment très compétitifs pour créer un site web. Maintenant, c'est pas vraiment très difficile, même si vous n'avez pas les compétences techniques, vous pouvez faire appel à un expert et vraiment, ça va pas être très très cher. Donc, c'est très intéressant, c'est très important d'avoir un site web pour l'entreprise. Donc, en fait, comment créer, voici quelques conseils pour comment utiliser le site web comme Owned Media. Donc, la première chose, il faut penser
à créer un contenu de qualité. Et là, c'est très important de parler de contenu. Donc, maintenant, avec le développement du content marketing, on va le voir comme on va voir, je vais consacrer une séance au contact marketing. On va le voir que c'est très important d'insérer, d'accord, dans la stratégie digitale, la stratégie du content marketing. Donc, pour créer un contenu de qualité, donc il faut publier régulièrement. Et là, j'ai dû souligner régulièrement parce qu'en fait, on voit dans les sites web que au début, les clients, c'est-à-dire les entreprises, quelques entreprises bien sûr, surtout les entreprises qui essayent de commencer leur aventure dans le monde digital. On voit que les entreprises, peut-être au début, ils sont très intéressés, ils sont vraiment très motivés pour publier. Et après, au fil du temps, on voit que la pente, et on voit vraiment un déclin dans la publication des articles. Non, il faut comprendre que publier régulièrement, c'est très important. J'ai dit dès le départ que le consommateur, il est volatile, que le consommateur est bien informé. Donc, si vous essayez, ou si maintenant, par exemple, je vais visiter pour la première fois le site web d'une entreprise. Si je vais trouver que le site web, il a des problèmes d'ergonomie, je vais parler de ça tout à l'heure. Il est très lourd à télécharger. Il n'est pas up-to-date, c'est-à-dire, il n'a pas eu comment on dit, up-to-date, c'est-à-dire à l'ère du jour. Il n'y a pas vraiment de modification régulière. À chaque jour, je ne vois pas vraiment de changement. Donc, il n'y a pas, par exemple, des articles, il n'y a pas des choses qui est important. Donc, il y a vraiment un délaissement, d'accord, de ces sites web. Donc, dès le départ, je vais avoir une mauvaise image, une mauvaise idée sur l'entreprise. Et c'est assez clair. Je ne parle pas des sites web, des entreprises qui ne fonctionnent même pas quand je clique sur le lien, hein. Moi, je parle d'une entreprise, d'un site web qui est fonctionnel, mais il y a quelques problèmes. Même avec ça, ça pourrait impacter et ça pourrait influencer la vie du consommateur sur votre entreprise, sur votre marque. Donc, il faut vraiment soigner, d'accord, le site web et soigner surtout le contenu qui doit être de qualité. Donc, il faut donc publier régulièrement des articles, publier des vidéos, parce que les clients sont plus intéressés de voir une vidéo que de lire, hein. Donc, surtout, il faut bien penser à la durée de la vidéo, hein. Donc, des infographies et d'autres contenus pertinents et surtout informatifs pour le public cible. Si on imagine ensemble un client qui essaye de chercher euh, des outils de jardinage, d'accord? Il a mis les mots-clés dans Google. Il a trouvé, d'accord, plusieurs résultats, d'accord? Peut-être il va cliquer sur le premier résultat, le deuxième, peut-être le troisième. Bon, disons qu'il ne va pas dépasser la première page. Il y a une règle générale que les clients donc, ne dépassent pas donc vraiment dans des situations très, très particulières. Donc, normalement, ils ne dépassent pas la première page de résultats du moteur de recherche Google. Donc, il va cliquer, disons, sur le cinquième résultat, d'accord? Donc, moi, je cherche des outils de jardinage. Bon, c'est intéressant de voir, bien sûr, les produits. Mais je serais plutôt intéressée de chercher aussi, de trouver des astuces sur le jardinage, de trouver des informations sur le jardinage, trouver même des informations sur le produit lui-même. Et peut-être, et là c'est très intéressant aussi, d'avoir une vidéo carrément qui parle, par exemple, des nouveautés, des nouvelles tendances du jardinage en ce moment. Donc, en fait, il faut penser au client. Il faut se mettre à la place du client. D'accord? Quand on va créer ce contenu, il doit être de qualité. Donc, comment on va utiliser aussi le deuxième point, optimiser le référencement. Donc, utiliser des techniques de référencement SEO
pour améliorer le classement du site web dans les résultats de recherche et augmenter sa visibilité. Je viens de parler quand je mets les mots-clés dans le moteur de recherche, donc ici, donc je vais avoir plusieurs résultats. Donc, en tant que marketeur digital, je dois faire quoi? Je dois améliorer le classement de mon site web dans les premiers, alors le plus intéressant, dans les premiers résultats du moteur de recherche Google, bien sûr. C'est pas sur un clic de doigt. Ça doit donner, on va le voir aussi, le SEO, qui est très important, ces techniques de référencement. Donc, c'est un travail acharné ça pourrait durer des mois pour améliorer le classement d'un site web sur une page de résultats de Google. Donc, le site web aussi, il peut promouvoir, donc on peut promouvoir le site web, c'est-à-dire on peut partager le site web donc sur les réseaux sociaux. On va voir aussi tout à l'heure dans les newsletters et dans d'autres canaux de marketing. Donc, il faut aussi... donc, on n'essaye pas juste de créer le site web et l'oublier. D'accord? Non seulement on doit s'intéresser au contenu, on doit être très régulier dans la publication et il faut l'optimiser, mais surtout, on essaie de promouvoir ce site web. Il ne va pas être promu tout seul, hein. Donc, on essaye donc, de le partager sur les réseaux sociaux, sur les newsletters, sur d'autres points. Par exemple, je ne sais pas, vous pouvez mettre, et là, bon, je parle d'un autre... je vais sortir un peu du monde du digital, on peut mettre le site web sur les flyers. On peut le mettre aussi dans les moyens traditionnels, hors du marketing hors ligne, c'est-à-dire. Donc, il faut penser à promouvoir le site web. Donc, aussi, connecter le site web aux réseaux sociaux. Et là, c'est très important parce que vous voyez que parfois les visiteurs peuvent atterrir sur le réseau social de l'entreprise et non pas sur le site web. Donc, c'est très intéressant en tant que visiteur qui va s'intéresser, qui s'intéresse petit à petit à la marque ou à l'entreprise. Tiens, il dit, bon, il est sur le réseau social de l'entreprise ou bien carrément, il est sur Facebook carrément, hein, pas sur la page de l'entreprise. Il a trouvé le nom de votre entreprise, le site web de l'entreprise. Par curiosité, peut-être que je suis intéressée par la marque ou par le produit. Tiens, peut-être je vais aller sur le site web. Donc, ça doit avoir une connexion entre les sites web et les réseaux sociaux. Pas parce qu'en fait, on ne peut pas savoir, peut-être il va atterrir sur votre réseau social ou bien les réseaux sociaux carrément. Et donc, il peut aller sur votre site web. D'une façon générale, si le client il devient plus sérieux, il va chercher le site web du produit, de l'entreprise. Ça, c'est clair, hein. Donc, il faut intégrer le site web dans les réseaux sociaux et surtout favoriser l'interaction et le partage de contenu. Et bien sûr, le site web va nous aider il faut toujours, bien sûr, analyser les données. Donc, on pourrait utiliser des outils d'analyse web pour suivre les performances du site web et identifier les opportunités d'amélioration. Donc, c'est très important de faire le suivi. Passons maintenant au deuxième outil de Own Media, c'est-à-dire les newsletters. Vous avez sûrement entendu des newsletters. Donc, c'est quoi? C'est un bulletin électronique régulier. Et là, je reviens vers le mot régulier, hein. Comme essayer de soigner le contenu aussi du site web. Aussi, il faut être régulier, hein. Donc, même les newsletters, bon, il faut penser est-ce que vous allez toujours selon les objectifs de l'entreprise, hein. Est-ce que les newsletters vont être hebdomadaires? Est-ce qu'on va les envoyer, par exemple, 2 fois par mois? Est-ce que ça va être juste une seule newsletter par mois? Donc, il faut comprendre, il faut bien avoir une idée claire sur le nombre de fois où on va envoyer les newsletters, et ça va être, bien sûr, ça va être très lié, il faut faire attention, d'accord? Donc, et d'être cohérent avec les objectifs de l'entreprise.
Donc, c'est quoi un newsletter? Une newsletter, c'est un bulletin électronique régulier envoyé aux abonnés pour diffuser du contenu informatif, promouvoir la marque. Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est entretenir des relations avec l'audience. Donc, avoir une relation directe avec l'audience. Donc, une newsletter, Owned Media, permet de diffuser le message directement au public cible, sans passer par des intermédiaires. Et donc, c'est très important de faire attention à cet outil parce qu'il permet de nous donner, d'accord, d'être en contact direct avec les clients. Donc, c'est très précieux. Donc, il faut comprendre aussi que faire une newsletter ne s'improvise pas. C'est-à-dire, il faut vraiment penser et avoir réfléchir, d'accord, lentement et d'une manière sérieuse sur les newsletters. Parce que, en fait, je vois que surtout les nouvelles entreprises, bon, ils font ça d'une manière automatique, d'une manière, c'est-à-dire, OK, c'est important d'avoir une newsletter, OK, on peut faire une newsletter sans penser au contenu, sans penser au message qu'on va lui diffuser, sans penser aux objectifs. Non, il faut avoir une réflexion par rapport aux newsletters. Donc, surtout, quand on parle de newsletter, vous savez, vous allez envoyer quelque chose, d'accord, que le client va lire. Donc, il faut penser, d'accord, comment donner l'envie à ses abonnés, d'accord, de lire votre newsletter. Donc, il faut être en fait rigoureux, très rigoureux même, tant sur le fond que sur la forme. Il faut réfléchir au sujet qu'il faut aborder. Donc, vous allez aborder quel sujet dans le newsletter? Est-ce que vous allez penser à envoyer peut-être un petit mot de bienvenue à vos clients? Est-ce que vous allez annoncer des nouveaux produits ou bien des nouvelles de par rapport bien sûr à votre marque, aux entreprises? Pardon, aux clients. Est-ce que vous allez envoyer, par exemple, une newsletter pour parler de vos valeurs? Donc, il faut penser à différents sujets que vous allez aborder dans votre newsletter. Vous pensez, on revient toujours au consommateur. Il est volatile, il est impatient, il peut se retourner vers le concurrent, il n'a pas le temps. Il est très sollicité, donc il est hyper connecté, il est vraiment surinformé, donc il n'a pas vraiment le temps de passer ces secondes précieuses pour lire des futilités, entre guillemets. Donc il faut vraiment soigner le sujet que vous allez aborder avec le client. Donc l'objectif est bien de capter l'attention par des messages percutants et pertinents. Et là, le choix de percutant et pertinent, c'est pas par hasard, mais vraiment, on doit accrocher. Donc, le client doit s'accrocher, et donc il doit lire, il va être intéressé de lire votre newsletter. Il va même attendre votre newsletter. Donc, il faut penser aussi à un design en cohérence avec le message, bien sûr, que vous allez diffuser, et surtout avec l'image de votre marque. Donc, toujours, il faut apporter de la valeur ajoutée aux abonnés. Autrement, Autrement dit, ils n'auront plus envie de lire les newsletters et préférant carrément, c'est de se désabonner, hein, carrément, ils vont se désabonner hein, de votre newsletter, ils vont dire, oh, il y en a marre de cette marque, il y en a marre de cette entreprise, elle n'apporte rien d'intéressant, il n'y a aucune valeur ajoutée, donc bon, je vais me désabonner. Donc non, c'est important d'avoir ce lien et d'entretenir, d'accord, ce lien avec le client et avoir cette relation continue avec le client. Donc, il faut penser à proposer quelque chose de différent de la concurrence, bien sûr, mais aussi des autres entreprises qui surfent également sur le succès pardon, de la newsletter. Donc, vous dites que vous êtes une marque unique, alors ça doit se ressentir dans la newsletter. Et là, je dis toujours qu'il faut être
il faut avoir cette cohérence, d'accord? Vous dites, vous présumez, vous vantez des valeurs, vous vantez quelque chose, il faut vraiment être en cohérence avec ce que vous vantez. Est-ce que vous vendez au client, hein? Voici quelques conseils pour la création d'une newsletter réussie. Donc, il est important de choisir et définir une bonne structure pour la newsletter. Donc, il faut penser à un design efficace et original. Donc, on a dit que le consommateur se lasse très vite, d'accord? Donc, il doit être sollicité, d'avoir creusé dans l'originalité pour satisfaire le client. Donc, on doit avoir un contenu intéressant, on a dit ça, et il faut penser à inclure un ou plusieurs call to action irrésistibles. Quand on dit call to actions, on essaye ici de pousser le client à faire une action, ou bien, on va voir quelques exemples de newsletter, ou bien, bah, par exemple, euh, cliquez sur ce lien, rendez-vous sur le site, achetez maintenant. Ça pourrait être des boutons, ça pourrait être des liens, hein, et ça pourrait être des textes, ok? Donc, il y a trois formes de call to actions. Donc, ça pousse le client à faire une action, hein. Donc, une bonne ergonomie qui rende la lecture de newsletter agréable. Et quand on parle d'ergonomie, il faut penser c'est-à-dire à la police, au caractère utilisé. Ça doit être simple. Il faut penser que doit être lisible, c'est-à-dire on peut le voir, on peut le lire facilement. Il faut penser aussi à avoir surtout à être très simple. Il ne faut pas vraiment faire encombrer, par exemple, cette newsletter. Il ne faut pas la rendre complexe. Il faut la rendre plutôt, ok, précise, simple, mais précise. Voici un exemple d'une newsletter, d'accord, qui est vraiment, qui essaye de promouvoir des valeurs. Il parle aussi des green emballages, les emballages qui respectent l'environnement. Donc, on voit ici les couleurs utilisées. Donc, la verdure, et il y a aussi l'utilisation de tout ce qui est plantes, etc., des couleurs attrayantes dans le newsletter, donc la newsletter. Donc, il y a le contraste entre la lecture et le fond. Vous voyez que le fond est en blanc et l'écriture, elle est en presque noir, mais vraiment, ça donne une idée, peut-être, je dirais même vert très foncé, hein. Et il y a aussi une autre chose importante, le call to action. On voit ici, je shop green. Donc, j'essaye, d'accord, de pousser le client, d'accord, de faire une action. Voici un autre exemple de newsletter. Donc, la première, c'est de promouvoir des valeurs. La deuxième, c'est juste donner une nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle sur la marque. Maintenant, ici, il donne une information, c'est que c'est le last call. Donc, c'est le dernier week-end des soldes. Donc, j'essaie d'informer les clients que ça y est, on est en dernière semaine, dernier week-end plutôt. Et ça y est, donc il y a une nouvelle collection. Donc, toute la collection hiver-automne est à moins 60%. Et j'informe aussi qu'il y a une information plutôt importante, qu'il y a moins 10% supplémentaire des trois articles achetés. On voit aussi toujours donc le contraste avec le fond et l'écriture. On voit l'utilisation des caractères lisibles, et donc c'est simple, c'est concret. Le message il est très très clair. En tant que client, on a reçu le message, on a compris le message et bien sûr le call to action. Donc ici, il y a donc je découvre. Donc on essaye de pousser le client à découvrir la collection.
Donc, avec Newsletter, il y a un autre outil, donc une autre chose très importante, un autre point très important qui sont les blogs d'entreprise, hein. Un moyen très important pour d'attirer le client. Donc pour les blogs d'entreprise, l'objectif est d'attirer l'internaute sur le site web principal, hein, et de déclencher une prise de contact. Quand on va développer un blog Owned Media, bien sûr, on pense qu'il doit être bien conçu et convivial. Les entreprises peuvent créer une plateforme précieuse pour l'engagement du public, la construction de la marque. Et donc, en fin de compte, on essaie toujours de réaliser les objectifs marketing de notre entreprise. Donc, ce blog, il fait quoi? Il offre une plateforme unique aux entreprises pour faire quoi? Pour la première chose, contrôler l'expérience utilisateur. Donc, il faut comprendre que contrairement aux plateformes de réseaux sociaux ou les algorithmes, vous savez que les réseaux sociaux ils peuvent tout contrôler, donc ils essayent de tout contrôler. Il y a des algorithmes carrément qui dictent la visibilité du contenu, ce que vous pouvez voir, ce que vous ne voulez pas voir. Donc, on voit que dans les réseaux sociaux, on voit quelques publications qui font très ciblées, d'accord? Et ils sont toujours, ils coïncident toujours avec les préférences et les intérêts du client. Donc, il y a plusieurs contenus que vous n'êtes pas censé le voir, ou il essaye de le cacher. Par contre, dans les blogs, il n'y a pas on peut avoir ce contrôle absolu sur ce qu'il voit le client. Donc, ça permet d'avoir un contrôle total sur l'expérience de l'utilisateur. Et donc, vous allez vous décider de la mise en page, du contenu, des fonctionnalités. Et vous allez garantir aussi une transmission efficace du message de la marque à l'utilisateur. Donc, vous avez cette chance de tout contrôler. Et vous allez vous aurez cette transmission donc, de messages qui est très important pour atteindre et pour avoir un lien direct avec le client. Donc, le blog d'entreprise, c'est un outil digital qui permet aux entreprises de prendre la parole donc, sur les sujets de leur choix. Donc, il repose sur quoi? Il repose sur la création de contenu. Au service, bien sûr, d'objectifs business et rassemblés dans un espace dédié, indépendant ou intégré au site web de l'entreprise. Donc, généralement, le blog, il a pour vocation de faire quoi? On peut, à travers les blogs, partager des actualités de l'entreprise. On peut aussi partager l'expertise et le savoir de l'entreprise auprès des potentiels clients. On peut partager aussi la vision du chef d'entreprise. Il peut prendre la parole sur le blog pour partager ses valeurs, sa mission, etc., la mission de l'entreprise, sur l'activité et carrément sur le monde qui l'entoure, hein, peut-être même sur les nouvelles tendances, etc. Et aussi partager peut-être si l'entreprise elle est impliquée d'une manière sociale et environnementale de la société. Donc, on peut faire beaucoup de choses, on peut partager multitude de sujets qui sont en lien avec la marque ou l'entreprise. Donc, c'est très intéressant d'avoir un blog. On voit que quand on va créer un site, en fait, il faut vraiment penser à avoir un blog pour renforcer, d'accord, et pour être plus efficace quant à la visibilité, d'accord, sur les moteurs de recherche, bien entendu. Voilà, c'est le point que j'ai essayé de dire maintenant. Pourquoi on va créer un blog? Pourquoi il est important de créer un blog? Donc, le blog il peut promouvoir, pardon, le savoir-faire et l'expérience de l'entreprise. Il permet de se démarquer de la concurrence
Et surtout aussi permet d'obtenir plus de visiteurs. Donc, en fait, quand, si, par exemple, vous savez, il y a, je vais expliquer ça. Donc, au début, on a des visiteurs, ils vont être après des prospects et en fin de compte, peut-être ils vont être des clients de l'entreprise. Donc, aussi, ça permet aussi de créer un lien entre l'entreprise et les clients parce qu'en fait, quand on va essayer de voir le blog, on peut être plus proche de l'entreprise. On va connaître encore ses valeurs. On va connaître peut-être le chef. On va connaître le chef d'orchestre qui est derrière cette marque, entre guillemets. On va comprendre aussi les produits, peut-être. On va comprendre peut-être plusieurs. On va élucider plusieurs points qui sont, ou bien élucider tout ce qui est derrière cette entreprise-là. Donc, on pourrait être plus proche. Donc, ici, je vais donner quelques conseils pour écrire un blog, hein. Donc, tout d'abord, il faut avoir le sujet. Pensez aux mots-clés. Il faut introduire dans le blog. Parce que les mots-clés, on va les voir dans le référencement naturel, c'est très important. Donc, on va voir aussi, il faut penser à la structure, on va penser à la charte éditoriale, on va penser peut-être aux sources d'informations qu'on va les inclure. On va aussi penser aux informations, d'accord, qu'on va les donner aux clients. Donc, tous ces points-là, il faut penser à ça, d'accord, avant de se lancer dans l'écriture de l'article du blog d'entreprise. Donc, il suffit que vous avez pensé à tous ces points-là. Donc, l'écriture, ça devient vraiment très simple et ça va vraiment être très facile, d'accord, de mettre un blog performant et bien conçu surtout. Donc, cependant, il faut faire attention aux pièges, hein. Donc, il faut soigner l'orthographe. Il faut soigner la grammaire utilisée. Il faut soigner syntaxe, style web. Tout doit être parfait pour le plus grand bien et le plaisir des visiteurs. En fait, vous comprenez que le visiteur et le client, on a parlé de ça au nouveau consommateur, le client, il est suspect, hein. C'est-à-dire, tu dois vraiment euh, euh, gagner sa confiance. C'est-à-dire, si demain je vais consulter un blog, je trouve des erreurs, je trouve des problèmes d'orthographe, ça pourrait ternir l'image de l'entreprise carrément aux yeux de clients. Il va dire, bon, c'est pas sérieux, il n'y a pas même une personne qui fait le suivi, comment il va faire le suivi. Vous savez, il y a plusieurs multitudes de remarques qu'il pourrait donner et que ça pourrait impacter, d'accord, la perception des clients. Donc, il faut vraiment tout soigner. D'accord. Surtout quand on dit blog, on parle plutôt de l'écriture et des styles de l'écriture. Donc, il faut faire vraiment attention, d'accord, aux petits détails, d'accord, pour surtout les blogs. Bon, je vais donner un petit exemple du modèle de blog de Airbnb. Vous connaissez le Airbnb, je présume. Donc, voici quelques articles de ce blog. Bon, il y a des articles qui sont apparus le 29 septembre, le 28 septembre, le 27 septembre. Et là, j'ai parlé de la régularité de la publication d'articles dans le blog. Donc, la régularité, elle est très importante. Moi, je dis, parfois, j'entre dans des blogs de l'entreprise, je trouve des blogs qui datent depuis, par exemple, 2021 ou 2022, hein. Ça n'a pas de sens, hein. Donc, il faut que ça soit vraiment régulièrement, il faut publier des articles. Si vous voulez soigner, bien sûr, le blog, il est utilisé comme un moyen efficace de owned media. Bien sûr, on est toujours dans le owned media. Donc, le modèle de blog Airbnb, il est très simple dans sa présentation.
comme vous avez vu. Et la page d'accueil de ce blog est une collection d'articles. Vous voyez, plusieurs articles qui sont apparus. Le visuel présenté est tantôt une photo, tantôt un graphisme, ce qui rompt avec la monotonie et le côté trop régulier. Vous savez que le client, il veut avoir des actualités up-to-date et régulièrement publiées, mais aussi, il faut pas que ça soit très monotone. Il ne faut pas que ça soit le contenu, le design, la structure du blog. Ça ne doit pas être la même à chaque fois, sinon on va se lasser facilement et peut-être on va plus s'intéresser à ce blog. Et donc, passer à côté d'un outil très précieux pour être en lien direct et gagner en visibilité auprès de l'audience. Donc, on peut trouver sur le blog d'Airbnb des projets d'amélioration de la maison, des fonctionnalités pratiques de la plateforme, des trucs, des astuces pour les propriétaires de logements, de conseils donnés par des spécialistes. Et là, je reviens vers les remarques que j'ai données pour le site web quand je vous ai dit que quand on tant que, par exemple, un client qui cherche, par exemple, de l'outillage de jardinage, aussi, voilà, le blog, il est plus intéressant de mettre toutes les informations, tous ces outils. Vous savez que le blog, il est en liaison avec le site web, hein. Donc, il est connecté. Donc, en fait, c'est très intéressant. Si je ne trouve pas ces informations dans le site web, donc il est intéressant aussi de les trouver dans le blog. Donc, pour comment accrocher le client. Donc, je pourrais lui donner ce qu'il cherche. Moi, je cherche Airbnb, je cherche un logement pour une courte durée, peut-être. Donc, je cherche peut-être des informations qui sont très liées OK, pour tout ce qui est propriétaire de logement. Vous savez que l'Airbnb, il y a les proprios qui vont donner leur service, il y a les gens qui vont chercher à louer. Donc, peut-être en tant que, par exemple, de proprio d'une maison, bon, c'est intéressant de voir le blog et voir d'autres astuces, des tendances, des nouvelles tendances, des conseils, d'accord, qui sont surtout donnés par des spécialistes, hein. Donc, ça va être on essaie toujours, comme j'ai dit, de donner de la valeur. Le client cherche la valeur ajoutée. D'accord? Il faut donner cette valeur et chercher cette valeur ajoutée. Donc, bref, un exemple de blog d'entreprise réussi et qui peut être une excellente source d'inspiration. C'est simple, c'est utile et c'est fonctionnel. Et alimenté, il y a régulièrement hein, des updates. Donc, c'est très important de retenir, d'accord, quand on va créer un blog, de retenir ces 4 mots. Simple, utile, fonctionnel et très alimenté. OK. Donc, allons maintenant au paid media. Donc, le paid media, ça regroupe l'ensemble des leviers payants maintenant qui permettent à l'entreprise de gagner en visibilité. On cherche toujours d'être plus visible, d'accord, sur l'Internet. Donc, ça va permettre, le paid media, ça va permettre de gagner en visibilité. Donc, le paid media peut être extrêmement visible, donc, comme les fenêtres pop-up, le cover, la bannière, on va voir, bannière c'est en anglais, la bannière, donc habillage publicitaire d'un site. Donc, je vais introduire ces différents termes. C'est quoi une fenêtre pop-up? C'est une fenêtre qui apparaît soudainement sur l'écran de l'utilisateur, hein. Donc, si je vais cliquer sur un site, c'est voilà, une petite fenêtre qui va s'ouvrir, il va pop-up. Donc, ça va, comment dirais-je, ça va sauter devant nos yeux. Donc, c'est le pop-up. D'accord? Le cover, c'est une publicité qui recouvre la totalité ou une partie de l'écran. Le banner, c'est une bannière publicitaire placée en haut. Donc, il y a plusieurs placements en haut, en bas ou sur les côtés d'une page web. On va les voir. Il y a aussi l'habillage publicitaire. C'est un format où l'intégralité du site est entourée par une publicité, souvent avec des animations, des images attrayantes. Donc, ces formats sont conçus pour capter l'attention des utilisateurs de manière significative. Donc, je vais parler des fenêtres pop-up et des bannières. Donc, quelle est la différence en fait entre bannière et pop-up? Donc, les bannières et les fenêtres pop-up sont deux types de formats publicitaires en ligne qui diffèrent par leur emplacement, leur interaction avec l'utilisateur et leur intrusivité.
Donc, voici les différences principales quand on parle de bannière. L'emplacement d'une bannière, les bannières publicitaires sont généralement intégrées dans la structure de la page web. Donc, elles peuvent apparaître en haut, on parle de header, en bas, on parle de footer, sur les côtés, les sidebars, ou même au milieu de contenu in content. Voici l'emplacement des bannières d'une façon générale. Pour la bannière, la forme et la taille, donc les bannières peuvent varier en taille et en forme, mais elles sont souvent horizontales ou verticales. Donc, les formats courants incluent des rectangles, des carrés, des bannières horizontales, leadboards ou skycrapers, grands rectangles verticaux, etc. Donc, ça va être des horizontales ou bien des rectangles verticaux. OK? Pour l'intrusivité, les bannières sont moins intrusives car elles font partie intégrante de la page web et n'interrompent pas directement l'expérience utilisateur. Hein. Donc, l'utilisateur peut continuer à naviguer sans nécessairement interagir avec la bannière. Donc, elle est là. Ça ne va pas m'impacter, ça ne va pas m'influencer, ça ne va pas intervenir dans quand je vais surfer sur le site, contrairement au pop-up. Hein. Donc, l'interaction, les bannières peuvent contenir des liens cliquables, des animations ou même carrément des vidéos. Hein. Mais elles ne nécessitent pas une interaction immédiate de la part de l'utilisateur. Elle peut être ici, c'est-à-dire sur le site, je n'ai pas besoin d'interagir avec la bannière. Alors que pour le pop-up, l'emplacement sont des fenêtres distinctes qui apparaissent au-dessus du contenu. Vous voyez, l'autre, c'est dans la structure du web, du site. Maintenant, c'est le pop-up, c'est au-dessus du contenu principal de la page web. Elles peuvent s'ouvrir automatiquement, c'est-à-dire sans même avoir à cliquer. Donc, quand on va charger la page ou après un certain délai, hein, quand on charge après quelques secondes, ça pourrait s'ouvrir. Mais j'ai rien cliqué, j'ai pas cliqué sur cette fenêtre-là, elle s'ouvre automatiquement. La forme et la taille, les pop-up peuvent varier en taille, allant des petites fenêtres de notification à de grandes fenêtres qui couvrent une partie importante de l'écran. Parfois, on voit les pop-up qui vraiment peuvent cacher tout le contenu, puisqu'il est au-dessus de ce contenu, il peut cacher carrément le contenu du site. Pour l'intrusivité, les pop-up sont considérés comme plus intrusives car elle va interrompre l'expérience de navigation. Et ça oblige l'utilisateur à les fermer ou vous voyez que parfois, vous pouvez juste fermer et revenir au contenu. Hein. Mais parfois, on pourrait interagir avec elle avant de pouvoir continuer à utiliser la page. Donc, il faut carrément, on pourrait les fermer ou parfois, on est obligé d'interagir, d'accord, avant de les fermer. Pour l'interaction, les pop-up nécessitent souvent une interaction de la part de l'utilisateur, comme la fermeture de la fenêtre ou la réponse à une question, carrément. Donc, elles peuvent contenir des formulaires, des offres spéciales, des vidéos, d'autres éléments interactifs. Donc, il y a aussi donc, en fait, si je vais résumer vite fait, bannière moins intrusive intégrée dans la structure de la page. Le pop-up plus intrusive, mais s'affiche au-dessus du contenu et nécessite une interaction. Pour l'emplacement, la bannière, elle est placée dans des zones spécifiques, on va les voir tout à l'heure. Pop-up apparaît comme une fenêtre distincte en dessus du contenu. Pour l'interaction, la bannière interaction optionnelle, clique sur le lien ou l'image, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, mais le pop-up, interaction souvent requise, fermer la fenêtre ou répondre à un message. Donc, en résumé, les bannières sont des annonces publicitaires moins intrusives intégrées dans la structure de la page, tandis que le pop-up sont des fenêtres publicitaires plus intrusives et qui apparaissent au-dessus de contenu, nécessitent souvent une interaction de l'utilisateur. Passons maintenant aux bannières et aux différents types de bannières, d'accord? Donc, il existe plusieurs types de bannières publicitaires adaptées à tous les sites et aux différentes sortes de publicités. Premièrement, on parle de bannières statiques, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, c'est un élément publicitaire qui ne contient pas d'image en mouvement, contrairement à la bannière animée. Hein. Elle sert majoritairement comme vitrine ou couverture au site web. La bannière statique ou classique
possède l'avantage d'être moins coûteuse et plus facile à faire, surtout pour les petits portefeuilles. C'est-à-dire, si je n'ai pas un grand budget, peut-être la bannière statique pourrait être une option intéressante pour nous parce qu'elle est moins coûteuse. Passons au deuxième type, c'est-à-dire la bannière cliquable. Donc, elle est utilisée la plupart du temps pour les sites comme moyen d'inciter un client potentiel à aller vers leur plateforme officielle. Elle peut également le rediriger vers la page Internet ou le site web qu'il recherche. Si elle n'est pas cliquable, elle aura juste un rôle illustratif et devra représenter l'identité du site web carrément. Voici exemple de bannière statique. Donc, les bannières statiques, en fait, présentent l'avantage d'être facilement lisibles à condition de ne pas les surcharger. Donc, c'est vrai que c'est moins coûteux, donc c'est intéressant de l'utiliser. Si j'ai un budget très restreint, peut-être j'essaierai d'utiliser cette bannière statique. Mais il faut comprendre une chose, qu'il ne faut pas la charger. Donc, je pourrais, dans cette bannière statique, je pourrais lire, c'est-à-dire à mon rythme. Parce qu'en fait, quand l'animé, ça change, ça bouge. Donc, c'est un peu contraint, c'est un peu difficile pour le lecteur de lire, d'accord, facilement. Donc, la lecture est facilitée par l'absence d'animation. Donc, ce qui permet une meilleure mémorisation des messages. Donc, un des avantages du statique, le message, il est capté directement puisqu'il n'y a pas d'animation et ça ne bouge pas. Donc, et ça semble plus naturel sur une page web ou les réseaux sociaux et font souvent moins publicitaire qu'une bannière animée. Donc, peut-être si je ne vais pas être très intrusive, je ne vais pas être, je vais atténuer l'aspect, pardon, de publicitaire, l'utilisation de statique, elle peut donner une forme moins publicitaire. Donc, souvent jugée plus facile à comprendre. Donc, une bannière classique est par ailleurs moins coûteuse et plus facile à réaliser qu'une bannière animée. Donc, c'est pourquoi on la conseille pour les petits budgets si la volonté est d'imprimer durablement un message dans l'esprit des visiteurs. Et là, je reviens toujours à dire que si je vais entamer une stratégie, par exemple, digitale, et je vais penser aux publicités, donc il faut penser justement aux objectifs de notre démarche, de l'objectif de notre stratégie. Donc, la bannière maintenant animée, donc contrairement à la bannière statique. Donc, elle offre un large choix d'illustrations possibles, ce qui fait d'elle l'outil le plus adapté pour promouvoir les marques et les produits. Donc, les bannières animées peuvent contenir des vidéos ou carrément des images animées en GIF. Donc, ces derniers captent beaucoup plus l'attention et garantissent une meilleure visibilité. Donc, il faut juste faire attention à ne pas trop la surcharger d'images pour ne pas la rendre agressive pour les utilisateurs. Et vous comprenez que carrément, le problème de la publicité, c'est quoi? Parfois, les utilisateurs trouvent qu'une publicité, elle est agressive. Donc, ils n'essaient même pas de donner attention, de faire attention à ces publicités. Ça, on pourrait passer à côté de notre objectif, d'accord? Donc, il faut soigner ces publicités, ces bannières, d'accord? Et ne pas l'encombrer et ne pas la rendre agressive et complexe. Et ça doit être vraiment très, très facile très agréable à voir et à donner, et surtout si on cherche que le client capte le message. J'ai mis une bannière animée de SNCF. Donc, voici la bannière. Donc, on voit que vraiment, si vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'écriture dans cette bannière. Quelques écritures, les couleurs sont attrayantes, très vives, donc c'est agréable de voir. Il n'y a pas beaucoup d'images qui passent, juste 3 images qui font toujours, qui passent en boucle. Donc, carrément, peut-être cette bannière, elle est vraiment intéressante et ne peut l'utilisateur ne pas la voir comme agressive. Donc, la bannière animée est plus visible et créative. Donc, elle présente d'énormes avantages d'attirer l'œil de façon quasi automatique. Mais attirer l'attention, bien sûr, ne suffit pas. Il faut convaincre le visiteur de céder au call to action.
et de cliquer sur la bannière. Donc, les animations doivent être originales, mais sans déranger le visiteur, ni l'épuiser à force d'images saccadées, de couleurs flashy, de messages publicitaires agressifs, hein. En bref, la bannière web animée est un vrai plus si elle permet de développer un storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire et non seulement marteler avec un message publicitaire agressif, hein. Euh, on va voir maintenant les différents formats de bannières. Donc, un élément important de prendre en compte est le format de bannière. Donc, le format doit être adapté à l'utilisation qu'on souhaite le faire. Si c'est pour apparaître sur un site web spécifique ou un réseau social, par exemple, il faudra un format en conséquence. Donc, il ne faut pas oublier que la bannière doit être responsive, c'est-à-dire adaptée au format mobile, téléphone portable, etc. C'est-à-dire adaptée aux plusieurs, hein, formats. Donc, maintenant, je vais donner les formats qui marchent le plus sur Google. Je vais me contenter de 4 formats. C'est le leaderboard, c'est-à-dire c'est vraiment très populaire. Le 728 x 90 pixels, qu'on le met d'une façon générale en haut de la page, mais on peut le voir aussi en bas, mais généralement, on le met en haut de la page. Il y a le wide sky scraper, c'est-à-dire le 160 x 600 pixels. Il y a le rectangle, le 300 x 250 pixels qui est intégré dans le contenu et je termine avec une demi-page, c'est-à-dire le 300 x 600 pixels. Voici un exemple du premier format qui est très populaire, le leaderboard, c'est-à-dire le 728 x 90 pixels. Dans cette illustration, on le voit en bas, mais généralement, on le trouve en haut. On peut le trouver en bas, en fait, mais les, les, euh, les entreprises ou bien les marketeurs digitales essaient toujours de le mettre en haut. Ce leaderboard est l'un des formats de bannières publicitaires les plus populaires et les plus efficaces en termes de visibilité. Je reviens toujours à cet objectif. Donc, essayer d'être plus visible sur l'Internet. Donc, même à travers les bannières, on cherche à être plus efficace en termes de visibilité. Donc, pour le positionnement de ce leaderboard, on le met en haut de la page. Donc, ce format est généralement placé en haut de la page web, en dessus du contenu principal, hein, où il est immédiatement visible lorsque la page se charge. On peut le trouver aussi en bas de la page. Il peut être également placé en bas de la page, mais il est moins courant que le positionnement soit en haut, hein. Pour la visibilité, il offre une excellente visibilité. Donc, étant donné sa position en haut de la page, il capte immédiatement l'attention des visiteurs dès qu'il arrive sur le site. Donc, quand le site il va être chargé, carrément après le chargement, on le voit, d'accord, en haut. Donc, vraiment, il offre une excellente visibilité. Il a une grande surface, donc il a une largeur de 728 pixels, donc c'est très intéressant parce que ça permet euh, d'afficher des messages clairs et percutants, puisqu'on a l'espace. Donc, avec suffisamment d'espace pour faire quoi? Pour inclure des visuels attractifs et carrément du texte. Pour l'utilisation, donc on peut faire une publicité de la marque. Donc, ce type de format, donc idéal pour des annonces de branding, où l'objectif est de maximiser l'exposition de la marque. On peut promouvoir carrément, donc efficace pour les promotions, les offres spéciales qui nécessitent une attention immédiate. On peut véhiculer des messages importants, c'est-à-dire on peut utiliser, il est très intéressant, il est efficace, il peut être utilisé pour des messages importants ou des notifications comme des mises à jour de produits ou des annonces de services, etc., hein. Comment on va mettre ce type de format? Donc, on va le mettre en header, c'est-à-dire en tête, inclure le logo du site et le menu de navigation. Donc, on va placer directement sous l'entête et va s'étendre, d'accord? Donc, en fait, en tête,
on va inclure le logo du site et le menu de navigation. Après, on le trouve directement, on va placer le leaderboard directement après l'entête et il va s'étendre sur toute la largeur de la page. Voici comment on le met, d'accord? Vous voyez qu'il s'étend sur la largeur de la page. Donc, le contenu, on peut inclure des articles, des images, des vidéos, etc. Donc, la bannière leaderboard capte l'attention dès le chargement de la page. Donc, et ça offre une excellente opportunité de transmettre un message publicitaire très efficace. Maintenant, passons au deuxième format qui est le Wide Sky Scraper, donc le 160 x 600. Donc, cette bannière publicitaire haute et étroite se place généralement sur le côté d'une page web. Elle est idéale pour afficher des informations sur les produits ou promouvoir du contenu long. On va le voir, voici ce format. Donc, les 600 x le 160, on le met sur le côté. D'accord? Donc, l'avantage de ce type de format, donc, ça donne une visibilité accrue sur les côtés des pages web. Donc, il est capable d'afficher des informations longues ou détaillées. Il offre la possibilité de cibler des utilisateurs spécifiques en fonction de leur comportement de navigation. Et il a, et c'est très intéressant, il a un coût relativement abordable par rapport au format de bannière plus grande. Voilà un exemple de Sky Scraper, le 160 x 600. On peut inclure même des images animées, on peut le voir. D'accord? Il faut comprendre que dans une bannière, il faut toujours donc s'intéresser aux couleurs, s'intéresser au message, mais aussi on peut avoir carrément le call to action. Aussi un autre exemple de ce format. Donc, voici un format attractif avec des images, on peut inclure le site web du site web, pardon, de l'entreprise, etc. Donc, passons à notre format qui est le rectangle 300 x 250. La bannière rectangle 300 x 250 pixels, elle est aussi connue sous le nom de bannière moyenne ou bannière web standard, est un format publicitaire largement utilisé sur les sites web et les plateformes en ligne. Donc, cette bannière publicitaire de taille moyenne, elle est polyvalente et peut être placée à divers endroits sur une page web, comme dans le contenu ou dans la barre latérale. Elle est idéale pour promouvoir des produits ou services spécifiques. Voici le rectangle 300 x 250, voilà, dans la partie latérale. Donc, on le trouve dans le contenu du site web. Donc, les avantages de ce rectangle, donc, il permet une visibilité élevée aussi. Donc, la taille, comme vous voyez, donc, la rend suffisamment visible. Donc, pour attirer l'attention des utilisateurs sans être trop intrusive. On parle aussi toujours des problèmes de publicité. Elles doivent être vraiment, elle a cette mauvaise réputation d'être trop intrusive, elle fait fuir les clients. Donc, la compatibilité étendue, ce format est pris en charge par la plupart des sites web. On va parler de la compatibilité parce que c'est très important parce que, en fait, vous voyez que tout dépend de plusieurs facteurs. Donc, on ne peut pas choisir. Bon, dans notre site web, on a cette liberté de choisir la bannière qu'on veut, mais plutôt, bien sûr, il faut faire attention parce qu'en fait, j'ai donné ces 4 formats parce qu'ils sont les plus adaptés et les plus efficaces par rapport à Google. Donc, il faut mettre, même si on a la possibilité, la liberté de choisir, mais il faut toujours penser à Google. Donc, cette compatibilité, donc, ce format est pris en charge par la plupart des sites web et plateformes publicitaires. Donc, il a cette réputation, il est vraiment très largement diffusé. On peut l'utiliser de plusieurs manières, donc pour divers objectifs. On peut promouvoir les produits, générer des leads ou sensibiliser carrément la marque. Et ce coût, quand on parle du coût, il est relativement abordable, donc comparé au format de bannière plus grande, la bannière rectangle est généralement moins coûteuse à produire et à diffuser. Voici exemple de bannière web rectangle 300 x 250.
Elle a été utilisée par la BT Group. C'est un groupe italien qui fabrique tout ce qui est store, tout ce qui est voile, tout ce qui est des abris. On voit dans cette bannière une abri abri pour les jardins, bien sûr, je parle, abri pour les maisons. Et là, si on va décortiquer, d'accord, le message de cette bannière, le message, il est reçu, hein. Donc, voyez cet abri, et ça donne vraiment envie de l'installer. On est comme dans un rêve. Donc, il y a aussi donc, les différents produits utilisés ou offerts par exemple les entreprises. Il y a les pergolas, les stores, il y a les bioclimatiques. Donc, aussi, on voit utilisation, d'accord, de couleurs très attrayantes. Et on voit aussi le call to action découvré maintenant dans cette bannière. Voilà, cette bannière, c'est un exemple de campagne de publicité en hiver 2024 par la BT Group. Passons à un autre format, et c'est le dernier, le demi-page 300 x 600 pixels. Donc, cette grande bannière publicitaire occupe la moitié de la largeur du page web. Elle est idéale pour créer un fort impact et promouvoir des produits ou services de grande valeur. Voici cette 600 x 300, d'accord? Elle est vraiment de grande taille, d'accord? Généralement, elle occupe demi-largeur du site. Bref, si je vais résumer sur les différents formats de bannières publicitaires, que ce soit qu'elle soit rectangulaire, qu'elle soit demi-page, qu'elle soit leaderboard, qu'elle soit ici, on a d'autres types de bannières. On a le 200 x 200, on a plusieurs d'autres bannières, mais j'ai fait appel aux bannières les plus utilisées et les plus efficaces pour Google. Vous voyez que n'importe quel format la bannière peut prendre, il faut toujours penser à diffuser le message. Le message doit être clair. Il y a des couleurs attrayantes. Il y a bien sûr le logo, il est là. Bien sûr, tout dépend de ce que vous voulez faire avec la bannière, hein. Il y a surtout le clic, par exemple, call to action, ici, click here. Il y a, par exemple, vous voyez que même l'écriture, elle doit être lisible, elle doit être claire, elle doit être précise. Donc, l'image utilisée, elles sont très, 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 très intéressantes, très attrayantes aussi pour les couleurs. Donc, tout dépend. Bien, c'est-à-dire, indépendamment du format de la bannière, il faut penser à ces différents points. Donc, bon, je vais lire ça vite fait. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, pour créer une bannière publicitaire qui attire vraiment l'attention et permet d'atteindre les objectifs marketing, il est essentiel de respecter certains éléments clés. Donc, voici les indispensables d'une bannière publicitaire efficace. Premièrement, un message clair et concis. Donc, la bannière doit transmettre le message de manière claire et précise. En quelques secondes, vous voyez que les client, il est volatile, il est impatient, hein. Il doit voir vite fait, il doit déclencher, c'est-à-dire il doit capter l'attention vite fait, en quelques secondes, l'attention du client. Il doit lire vite fait le message. Donc, il faut mettre en avant l'avantage principal, par exemple, du produit ou service, si on essaie bien sûr de promouvoir. Donc, on doit essayer d'utiliser un visuel attrayant et pertinent, c'est-à-dire l'image ou la vidéo de la bannière doit être captivante et bien sûr en lien direct avec le message. Donc, il est important de privilégier des visuels de haute qualité, bien sûr, et adaptés au public cible. Donc, il faut utiliser des couleurs vives et contrastées pour faire ressortir la bannière. Vous voyez que le fond, il est sombre, mais la couleur, il est plutôt clair, hein. C'est pour faire ressortir, d'accord, l'écriture et bien sûr le message, hein.
Voilà, et bien sûr, un appel à l'action, call to action, d'accord, clair et incitatif. Donc, dire clairement à l'utilisateur ce qu'il faut faire, cliquer, visiter, acheter. Donc, inciter le client à faire une action. Et bien sûr, utiliser un verbe d'action fort et précis et rendre le call to action visible et facile à cliquer. Donc, quatrième chose, il faut penser aussi à une conception soignée et adaptée à la plateforme. Et là, c'est très important de comprendre qu'on n'est pas libre d'utiliser n'importe quel format et ou n'importe quelle bannière. Donc, il faut toujours s'assurer que la bannière respecte les directives et les formats spécifiques de la plateforme sur laquelle elle sera diffusée. Donc, la bannière doit être compatible avec les différents appareils et navigateurs web et utiliser une typographie claire et lisible. Je vais revenir sur le point très important, c'est il faut qu'on s'assure, d'accord, qu'on respecte les directives et les formats spécifiques de la plateforme. Donc, en fin de compte, en fait, plutôt, lors de la création d'une bannière publicitaire, il est crucial de respecter les directives et les formats spécifiques de la plateforme sur laquelle elle sera diffusée. Donc, chaque plateforme publicitaire en ligne, qu'il s'agisse d'un site web, d'un réseau social ou d'une plateforme d'annonce, possède ses propres exigences en matière de taille, de format, de poids, de contenu et de style. Donc, voici quelques exemples directives de plateforme pour les bannières publicitaires. Pour la taille de la bannière doit correspondre aux dimensions standards définies par la plateforme. Pour le format de la bannière doit être compatible avec les formats d'images pris en charge par la plateforme. Par exemple, il y a des plateformes qui essayent de privilégier le JPG, d'autres le PNG, d'autres le GIF. Donc, il faut respecter le format. Le poids de la bannière doit être inférieur à la limite autorisée par la plateforme pour éviter les temps de chargement lent. Et j'ai parlé de ça pour le temps de chargement. Même le client, quand il va cliquer sur un site web, si ça va prendre plusieurs secondes, le client ne va pas c'est-à-dire s'amuser à attendre que le site web se charge, hein. Il va carrément fermer le site et va retourner peut-être vers la page de résultats où il a mis ses mots-clés pour trouver ce qu'il cherche. Donc, que dire des bannières, hein? Donc, si ça ne va pas se déclencher dans quelques secondes, donc même on parle de moins d'une seconde, hein, pour que la bannière soit chargée, donc c'est pas important, c'est pas intéressant, hein. Donc, pour le contenu, la bannière doit respecter le contenu de la bannière, doit respecter les règles de la plateforme. En matière de publicité, donc il y a des plateformes qui interdisent carrément, donc bien sûr, le contenu trompeur ou bien entendu offensant ou carrément illégal, hein. Donc, il faut bien sûr faire attention au contenu que vous allez diffuser, hein. Il y a des plateformes qui vont interdire carrément votre bannière parce que ça ne respecte pas les règles, ses propres règles. Donc, pour le style de la bannière doit être cohérent avec l'identité de la marque et les directives de style de la plateforme. Chaque plateforme a ses directives bien propres à elle. Donc, la question qui se pose, comment trouver les directives de la plateforme en fait? La plupart des plateformes publicitaires en ligne disposent d'une section dédiée aux directives relatives aux bannières. Donc, généralement, on peut les trouver en consultant la page d'aide ou la section dédiée aux annonceurs sur le site web de la plateforme en question. Pourquoi il est important, en fait, de respecter ces directives? En fait, il faut penser à la compatibilité, donc en respectant les directives de la plateforme, on s'assure que la bannière s'affichera correctement et sans problème sur tous les appareils et navigateurs pris en charge, premièrement. Deuxièmement, donc, une bannière conforme aux directives de la plateforme aura plus de chances, d'être approuvée et diffusée, ce qui augmentera sa visibilité et son impact potentiel. Bien sûr, on cherche à augmenter toujours la visibilité et l'impact. Donc, une bannière qui respecte les directives de la plateforme, bien sûr, elle va offrir une meilleure expérience utilisateur
car elle va s'intégrer naturellement à l'environnement de la plateforme et ne va pas perturber, pardon, la navigation des utilisateurs. Donc, passons une conception, bien sûr, le troisième point d'une conception soignée et adaptée, il faut penser à utiliser une typographie claire et lisible. Et dernièrement, je vais parler des bannières qui vont être compatibles avec les différents appareils. Donc, ça veut dire quoi une typographie claire et visible? Donc, quand on parle de typographie, on parle, par exemple, de composition typographique ou encore de disposition typographique pour désigner la manière dont les mots, le texte sont mis en forme en utilisant des caractères individuels, des lettres, des accents, des ponctuations, des symboles, des chiffres et autres caractères spéciaux. Donc, il faut faire attention à les typographies. Elle doit être claire et lisible. Vous voyez un exemple de typographie. Si on va essayer d'utiliser ces caractères. Parfois, ça ne devient pas vraiment très lisible. Ça pourrait même gâcher et interrompre, plutôt, c'est pas interrompre, mais comment on va dire, ça va gêner un peu, d'accord, la lisibilité, ou bien ça va pas être très, très lisible parce qu'en fait, si je suis par exemple myope ou j'ai quelque part des problèmes de vision, je vais pas m'amuser à déchiffrer est-ce que c'est un V ou bien c'est un N ou bien c'est un... Bon. Donc, il faut vraiment faire attention à la typographie quand on va créer ces bannières. Bon, pour le dernier point de cette présentation, je vais parler des différentes dimensions des bannières publicitaires les plus couramment utilisées pour Twitter et Facebook. J'ai pris ces deux exemples seulement. Donc, c'est recommandé d'utiliser en tête le 1500 x 500 pixels. Donc, vraiment monter à juste à 500, 600, pardon, 566, pardon, 566 pixels, c'est vraiment le maximum, hein. On ne peut pas s'amuser à monter encore plus. Donc, il faut penser aussi, quand on va inclure l'image du profil, le recommandé, c'est utiliser 400 x 400. Donc, pour la carte publicitaire, et là, c'est plus important, donc on va utiliser les 500 x 300 pixels, hein. Pour le Facebook, l'image publicitaire, on va utiliser le 1200 x 628 pixels. Donc, vraiment, c'est le recommandé. Pour une bannière publicitaire maintenant efficace sur le mobile, hein, parce qu'on a vu que, vous voyez qu'il faut faire attention, parce qu'en fait, quand on va, le client, il faut penser, il faut se mettre à la place du client. Il peut accéder à votre site à travers le PC, mais aussi il peut le faire à travers le mobile. Donc, il faut faire attention, d'accord, pour que ce soit bien conçu, d'accord, ces bannières publicitaires sur le mobile. Donc, quelques conseils pour le mobile. Donc, bien sûr, adopter une dimension adaptée, c'est-à-dire utiliser des dimensions optimisées pour les appareils mobiles. Donc, les bannières peuvent varier en taille en fonction de l'orientation. Une taille courante pour la bannière verticale, par exemple, c'est autour de 320 fois 480 pixels pour les smartphones. Donc, il faut penser à un design responsive. Donc, la bannière doit s'adapter bien aux différentes tailles de l'écran. En utilisant des images du texte qui restent quand même lisibles. Vous voyez que les écrans, ils sont plus petits quand même par rapport au PC. Donc, il faut penser que il faut voir si les images ou les textes sont lisibles ou non, hein. Donc, il faut opter bien sûr pour la simplicité. Donc pensez à avoir un espace limité. Donc, on a déjà un espace limité sur les écrans mobiles. Donc, il faut maintenir un design épuré et bien sûr éviter les éléments trop complexes ou surchargés. Et bien sûr, prioriser les informations essentielles et surtout ne pas oublier l'appel à l'action qui doit être clair. Pour les couleurs et les contrastes, on utilise bien sûr les couleurs vives et le bon contraste pour attirer l'attention. Il faut s'assurer aussi que les couleurs choisies soient cohérentes, bien sûr, avec la marque et lisibles sur des écrans de petite taille.
Pour les polices de caractère, donc optez pour une police de caractère lisible, même à petite taille. Donc, il faut éviter les polices trop stylisées qui pourraient être difficiles à lire sur un petit écran. Donc, testez et optimisez. Surtout, il faut tester la bannière sur des différents appareils mobiles pour s'assurer qu'elle s'affiche correctement et qu'elle attire l'attention comme prévu. Donc, il faut optimiser en fonction des retours et des résultats obtenus. Voici pour finir, quelques bannières pour les smartphones, pour les différents sites web, etc. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole maintenant à Dr. Malek. Dr. Malek. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. On vous entend, oui. Merci infiniment à vous, docteur, pour ceux qui ont des questions. Veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur... Qui ont des questions. Allons voir, allons voir, allons voir. Qui ont des questions pour le cours d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, hop, hop, les questions arrivent, les questions arrivent. Allez, allez, hop. Les questions arrivent. Jusqu'à l'arrivée de vos camarades ou bien de vos collègues, vous pouvez poser vos questions soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Docteur Hala est à votre disposition. Comme vous le savez, le marketing digital est totalement mondial et international. Il faut avoir une idée. Et Docteur Hala est à votre disposition et vous aidera à avoir tout ce qui concerne le marketing digital. Inch'Allah. Alors, où êtes-vous? Voilà, ça a été très clair. Merci beaucoup, Dr. Ala. Azad, les bannières pour les inclure sur un site, on paye ou c'est gratuit? Nadrouidine, Pardon, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Les bannières sont gratuites ou payantes, c'est ça? pouvez-vous clarifier, s'il vous plaît? Est-ce que les bannières, la question c'est, est-ce que les bannières sont gratuites ou payantes, c'est ça? C'est ça la question? Oui. La question n'est pas, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que payante pour l'entreprise ou bien payante pour le client? Qu'est-ce que vous entendez par payante ou gratuite? Vous voulez Alors, savoir est-ce que payante pour qui? veuillez clarifier votre question, Nadroudine. Jusqu'à l'arrivée de Nadroudine, vous pouvez pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Quelles sont les étapes clés pour élaborer une stratégie de marketing digital efficace? Zainuddin. Bon, pour une stratégie de marketing digital, bon, il faut comprendre, une stratégie, ça commence toujours par les objectifs de cette stratégie. Que voulez-vous faire à travers le marketing digital? Est-ce que vous allez promouvoir votre marque? Il y a plusieurs objectifs à chercher, à atteindre. Donc, tout dépend tout d'abord de l'objectif de votre stratégie. Après, il faut penser aux canaux. D'accord, sur quel canal on va diffuser notre message. Il faut penser au message. Déjà qu'on va le diffuser, on va penser aussi au contenu. Et on va penser aussi
On va penser aussi à comprendre aussi le cible. Quelle cible on va atteindre, d'accord? Et surtout dans le marketing digital, on va essayer de créer ce qu'on appelle le personal buyer. C'est le profil exemplaire pour notre produit ou marque. Donc, les objectifs, la cible, le message, les canaux, le contenu, et même on va penser à une ligne éditoriale, c'est-à-dire quand on va... Il y a ce qu'on appelle les 5 W, hein. Toujours quand on parle de stratégie du marketing digital, il faut penser aux 5 W, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va diffuser, où on va diffuser, quand on va diffuser et comment on va diffuser ça. D'accord? Ça résume vraiment la stratégie marketing. Et toujours, il faut penser à faire le suivi et à faire le contrôle. Je vais revenir sur les différentes stratégies du marketing digital, une à une dans ce cours. Restez d'accord, fidèles à cette formation et vous allez les voir, on va les voir ensemble, toutes les stratégies du marketing digital. Super, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. OK. J'aimerais avoir plus de conseils. Au lieu de dire des idées pour avoir des blogs très attirants, car ça m'a pris jusqu'à 3 semaines pour élaborer mes blogs sur mon site, mais toujours je suis bloquée sur les blogs. Abdelraouf. Oui. Abdelraouf. Oui, merci Abdelraouf. Donc, est-ce que vous pouvez me parler, avant de parler du blog, vous devez me parler un petit peu de votre entreprise ou bien de l'idée qui est derrière le blog. Pourquoi vous avez créé un blog déjà? C'est quoi l'objectif de la création de blog pour vous? Donc, quel est votre objectif de la création d'un blog? Il faut comprendre, dans le marketing digital, on parle d'un blog d'une entreprise, hein, et c'est pas d'un blog personnel, parce que les objectifs sont différents. Et les débouchés, bien sûr, sont différents. Un blog personnel, ça diffère largement d'un blog d'entreprise. Donc, c'est pour ça, je m'adresse à vous, Abdelrahim, c'est ça? Désolée si j'ai mal articulé votre nom. Mais en fait, tout C'est dépend. Abdelraouf. Abdelraouf, pardon. Abdelraouf, donc tout dépend. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez de faire à travers votre blog? C'est quoi Il a dit l'objectif? qu'il a commencé à créer son site web e-commerce. Votre site web e-commerce. Est-ce que vous avez utilisé un blog, d'accord, pour soutenir votre site web? Pourquoi vous avez créé le blog? Pour quelle raison? Pour Voilà, vendre des produits électroniques. oh, Vendre des produits électroniques. Et nous allons voir sa clarification parce qu'il a levé la main. La parole oui, est... allez-y. Attendez. Oui, c'est Abdelraouf. La parole est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, voilà, ma question est la suivante, parce que moi, j'ai essayé de créer mon site web pour essayer de vendre quelques produits électroniques. Je suis débutant, mais je n'ai pas encore lancé mon site, mais je suis en train de créer. Et j'ai mis tout ce qu'il faut, mais je restais sur les blogs. Voilà. Je voulais Ah, essayer hmm. d'écrire des blogs pour expliquer mon, mon commerce. Et voilà. Pour expliquer et annoncer mes produits. Voilà. Bon, bon, j'ai pas bien entendu Abdelraouf. Ce que j'ai compris, qu'il a essayé de créer un blog parce qu'il a voulu vendre des produits sur le site web, sur son site web, c'est ça? C'est bien ça, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Oui. Abdelraouf, c'est quoi l'objectif? C'est quoi votre objectif? Juste vendre je sais pas, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez quoi?
disons des produits. Mais il faut penser, il faut comprendre que le blog, il doit être un complément de votre site. Est-ce que vous avez soigné votre site web? Est-ce que vous avez un site web déjà? Oui, j'ai commencé. Je n'ai pas encore lancé, mais j'ai Voilà, commencé. voilà, C'est voilà. sur J'ai dit, WordPress. oui, Abdelaouf, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit lors de la formation, c'est le travail de marketeur digital, le travail pour rendre un site web visible et le blog visible, ça demande des mois de travail acharné. C'est pas par un clic de doigt, vous allez trouver des magies, vous allez être un magicien et vous allez voir votre cible visible sur les moteurs de recherche. On va les voir avec le référencement naturel. Ça demande un travail acharné. Il faut comprendre une chose. Donc, le blog, c'est pas un bâton magique pour faire booster les ventes. Non, il y a une démarche bien rigoureuse à faire avant. Il faut avoir une stratégie digitale bien claire. Il faut mettre des objectifs bien clairs. D'accord? Et quand on parle d'objectifs, je vous conseille de suivre la méthode de SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, avoir un objectif spécifique, mesurable, atteignable, d'accord, etc. Donc, c'est très important déjà de clarifier les objectifs. C'est important aussi de faire, j'ai parlé de la stratégie, de voir votre cible. Vous ciblez qui, Abdelraouf? Vous ciblez quel type de client? Veuillez répondre à la question de Docteur Hala, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse vous répondre correctement, Oui, pour qu'elle puisse bien répondre à votre question, Abdelraouf. D'accord? oui, oui, je vais essayer de répondre. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous avez Vous une m'entendez? cible bien? Oui, juste une Oui, petite question. Vous ciblez qui, s'il vous plaît? voilà, la population comorienne exactement, La actuellement. population? Je reviens à votre produit. Vous vendez quoi? Normalement, ce n'est pas mon objectif principal, mais je commence pour C'est pas essayer de votre voir. objectif. Non, attendez, Ce n'est pas Abdelraouf. l'objectif principal. Non, attendez. Il y a un problème d'objectif déjà. Déjà, il faut bien clarifier. Vous avez dit dès le départ pour vendre. C'est un objectif, la vente. Mais quand je Oui, vous c'est ai ça dit, l'objectif. oui, Mais lorsque je débite avec des produits électroniques. pardon, Je débite avec des produits électroniques, oui. comme Donc, le votre objectif, smartphone, les écouteurs. j'ai pas compris. Vous avez dit pour vendre, Abdelraouf, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. L'objectif, c'est quoi? Pour vendre. Pourquoi vous avez dit c'est pas mon objectif? Ah, c'est pas le vendre, c'est les produits que j'ai commencé. L'objectif principal, c'est de Non, vendre. non, pardon, j'arrive pas à vous suivre. C'est quoi l'objectif de votre stratégie? Parce qu'il faut avoir une stratégie quelque part et pour quand avoir une stratégie, il faut clarifier les objectifs. Déjà, dès le départ, il y a un problème sur les objectifs. Est-ce que vous voulez vendre ou vous voulez pas vendre? C'est quoi l'objectif exact? L'objectif, c'est de vendre. Oui. Et Mais je veux donc, créer vendre mes quoi? propres Vendre quoi? produits. Mon objectif, c'est de créer un site web pour vendre des produits que moi-même, je dois créer à ma propre marque. Mais actuellement, je veux commencer à vendre des produits électroniques pour essayer de financer mon projet. Non. Ça, il y a un problème d'objectif, c'est pour ça que c'est pas clair. Moi, en tant que, je vous entends carrément, je n'ai pas accédé à votre site, je sais pas, est-ce que votre objectif, vous m'avez donné trois objectifs qui sont vraiment complètement contradictoires. Votre objectif de créer un site, votre objectif de vendre des produits de votre propre création, si j'ai bien compris, et votre objectif de vendre des produits, des c'est-à-dire, je sais pas, des produits pour financer votre projet. C'est ça, C'est ce que si j'ai bien compris? je commence par là pour avoir Non, les il moyens faut de pas commencer. financer. Non, monsieur, ça commence pas par là. Il faut clarifier déjà votre objectif. La création d'un site, c'est juste pour arriver à votre objectif. C'est pas un objectif, c'est un objectif personnel, ok, mais c'est pas une stratégie de marketing digital. Il y a une confusion quelque part entre votre objectif personnel et l'objectif de votre stratégie de marketing digital. Déjà, il faut faire il faut séparer les deux, d'accord? Votre stratégie personnelle, c'est pas la stratégie du marketing digital. La stratégie de marketing digital, l'objectif de stratégie marketing digital, c'est pas la création d'un site.
Ça, un site, c'est un outil. C'est un outil pour promouvoir, pour vendre le produit, pour, je sais pas, augmenter la visibilité, pour générer plus de leads, pour attirer des visiteurs. Voici des objectifs qui sont très clairs. Votre objectif, il faut déjà le clarifier dès le départ. Il faut rester avec vous. Il faut quand même, comment dirais-je, il faut se concentrer et voir, mettre devant vous les différents objectifs et se lancer sur un. Je dis toujours ça et je conseille toujours ça. Je conseille toujours comme ça. Il faut commencer par un seul objectif, s'il vous plaît. Et concentrez-vous tous vos efforts sur cet objectif-là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site? Déjà, quand vous êtes confus et vous avez la confusion, ça va impacter d'une façon, comment dirais-je, d'une façon directe, votre travail, le site web, le blog, etc. Commençons par le départ. Déjà, il faut commencer par clarifier votre objectif dès le départ. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Je m'adresse à Madame Dr Malek, si elle peut. Ok, super, merci infiniment. Passons à Zainuddin. Quels sont les défis courants rencontrés dans le marketing digital et comment les surmonter? Les difficultés? Quelles sont les Les difficultés? défis et difficultés. Ah, défis. Bon, c'est une question un peu large parce que le marketing digital, c'est un monde entier. Donc, il y a plusieurs défis. Il y a déjà le défi technique, si je vais pas m'adresser à d'autres parce que je vais parler la prochaine fois du métier du marketing digital et je vais revenir sur ces différents points. Donc, en fait, si je parle d'un marketing digital, il faut avoir les compétences déjà techniques, les compétences rédactionnelles, comportementales. Il faut avoir aussi les soft skills. Il doit savoir bien communiquer parce qu'il va être à la charge, d'accord, surtout quand il sera chef de projet en marketing digital ou chef de produit ou bien chef carrément un marketeur digital avec un référenceur web. Donc, il y a plusieurs défis, d'accord. D'avoir déjà le défi technique. Déjà, il faut comprendre avec le monde du marketing digital, tout ça bouge et rien ne reste dans sa place. C'est-à-dire, je vais vous dire une anecdote. J'ai eu un master en commerce électronique en 2007 et j'avais des informations sur Google avec les règles de Google. Google, il a effacé toutes ces règles. Et chaque fois, il donne des règles, de nouvelles règles sur, par exemple, je vous donne un exemple, le sandbox. Le sandbox, c'était comment dirais-je, une action ou bien une procédure très utilisée par Google. Je viens d'être informée qu'il n'y a plus de sandbox. Donc, il faut toujours il faut suivre toujours les tendances, il faut être toujours à jour avec les nouveautés, avec les nouvelles règles, parce que vous voyez que Google, il est le maître ici dans ce jeu-là. Donc, il faut vraiment être très vigilant parce que si vous n'allez pas être au courant de ces règles, demain, il va rendre votre travail acharné de plusieurs mois, il va tomber à l'eau. Peut-être il va faire des sanctions à votre site, plus de personnes il va l'accéder, etc. Donc, il faut vraiment être très rigoureux dans le monde du digital. La semaine prochaine, je vais parler du métier du marketing digital et je vais reprendre différents points par rapport à ce métier-là. Splendide, docteur. Passons aux questions suivantes. Je pense qu'il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Non, on avait répondu. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur Malek, est-ce que je pourrais donner une suggestion, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Merci, docteur. Bon, je m'adresse à mes chers participants. Est-ce que je pourrais donner, docteur aussi, docteur Malek, je pourrais donner un petit exercice pour la prochaine fois? C'est pas vraiment un petit exercice, mais c'est juste, j'essaie de les pousser à faire peut-être un petit effort pour la semaine prochaine.
Est-ce que j'ai le droit? Oui, oui, bien sûr. Merci. Oui, oui, bien sûr. Merci. D'accord. Moi, je vous invite à... Bon, je vais donner quelques exercices peut-être, et ça va pas être très... des exercices qui va prendre beaucoup de temps, mais juste, je vous invite à chercher des sujets pour les newsletters. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, pour Mohamed Abdelraouf, parce qu'il a déjà un site, il peut penser à un sujet d'un newsletter. Pour les autres, vous pouvez trouver vous pouvez opter pour n'importe quelle idée d'entreprise ou n'importe quelle marque ou n'importe quel produit et penser à faire une newsletter. Et vous me dites qu'est-ce que vous en pensez la prochaine fois, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté, est-ce que vous avez eu des problèmes, est-ce qu'il y a un problème de créativité, est-ce qu'il y a un problème d'inspiration, et vous me dites, la semaine prochaine, on pourrait aussi discuter de ça. Si vous voulez faire, par exemple, euh, chercher, par exemple, des outils, ils sont gratuits, vous pouvez les trouver sur Internet, ou bien vous pouvez juste me donner un sujet du newsletter et on va peut-être discuter de ça la prochaine fois. Merci, docteur, et merci pour les participants. Je vous invite à faire ça. C'est pas obligatoire, bien sûr. C'est juste pour donner une petite matière pour qu'on puisse discuter de ça la prochaine fois. Ok, splendide. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Donc, à la fin du premier cours d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose? Docteur? Merci, docteur Malek, pour votre professionnalisme et merci d'être patiente avec moi pour mes questions. Donc, je remercie aussi les participants pour d'être présents parmi nous. J'espère que cette séance était informative et constructive et je vous remercie et à la prochaine. Merci infiniment à vous pour tous vos efforts d'aujourd'hui. Merci aux participants pour avoir participé au premier cours de la formation d'aujourd'hui. Nous vous informons que l'inscription à la formation du marketing digital est toujours disponible. Donc, soyez nombreux, inscrivez-vous et partagez-le avec vos proches car il est totalement accessible et gratuit à tout le monde. Vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web de l'université. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah la semaine prochaine, le jeudi, à 17h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite ou encore demain avec l'atelier du clé du leadership avec Dr Soraya Barkia. Soyez nombreux, inscrivez-vous au formulaire qui est via le groupe WhatsApp des activités étudiants et dans le site web. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah dans notre séminaire, formation et atelier. Au revoir. Au revoir.